Chères auditrices et auditeurs de Méridien Zéro, bonsoir. Nous sommes vendredi, c'est donc le soir de la Méridienne. Jean-Louis Roumégas à la barre, et autour de lui, énormément de gens. Alors, je ne suis pas à la barre, en fait, je ne fais que lancer l'émission, puisque c'est le camarade Nodin, ce soir, qui est à la barre. Bonsoir. Qui va nous emmener le bateau pirate pour à peu près 1h30 d'émission. Alors, beaucoup de monde, puisque nous avons la joie, l'avantage, etc., de recevoir des camarades de Lyon. Et on oublie quand même qu'il y a mon espèce de binôme, mon compère, je ne sais pas quoi, mon côté sombre du... Non, mais je pensais le citer après. Non, parce qu'après, il va nous faire ses habituelles vapeurs, on l'oublie, on ne pense pas à lui. Ouais, déjà qu'il a le pied voilà. tout foutraque. Bref, donc voilà. Donc une émission consacrée ce soir à nos camarades de Lyon, à l'expérience qu'ils ont tentée. Nous allons avoir l'occasion d'explorer un petit peu tous les aspects de la chose. Arnaud, c'est à toi. Effectivement, donc vous avez compris, donc déjà pour m'accompagner, il y a le camarade Clémentin Autin, voilà, qui est très silencieux, je sais pas. Bonsoir. Voilà, il est très timide. Et surtout, donc, nous avons la présence des camarades du GUD de Lyon, et particulièrement leur porte-parole, Steven. Bonsoir. Et pour nous parler effectivement de ce projet qui a fait le tour de la toile, voire plus, qui a été un projet qui a occupé beaucoup, et je pense que ce n'est qu'un début à ce projet, comme diraient ceux d'en face, ce n'est qu'un début, continuons le combat, c'est le projet du baston social. Et effectivement, nous avons tenu, ce qui nous semblait important pour les auditeurs de Méridien Zéro, de revenir, puisque là, il y avait déjà un certain temps, on n'était plus dans l'immédiateté, dans l'actualité, pour partir de ce projet qui, à mon avis, est un projet qui... je pense pour la durée qu'il a pu tenir, en tout cas dans sa première version, montre qu'on est loin un peu de... On a dépassé le stade purement de l'emballement et d'essayer de faire une petite chose pendant 1 ou 2 jours, mais qu'il y avait quelque chose qui montre qu'on est capable de s'inscrire dans la longue durée et de montrer qu'on est déjà capable de faire des choses intelligemment, qui effectivement nous permettent de sortir du ghetto et surtout d'un certain folklore habituel de ce qu'on peut attendre de la mouvance nationaliste révolutionnaire. Et ça nous semblait important que l'on consacre une émission... je crois que c'est... vous me corrigerez, Steven, tu me corrigeras plutôt, parce que c'est les habitudes, c'est ça d'une autre radio où j'ai l'habitude de vous voyer les gens avec qui je parle. Je crois que ça a lieu il y a à peu près 1 mois, c'est ça, le début de l'occupation. L'occupation, c'était donc le dernier week-end de mai. On a rendu public donc le samedi, on occupait les lieux depuis le mercredi, parce qu'en fait, il faut savoir qu'au niveau de la loi, il faut qu'on ait des preuves d'occupation depuis plus de 48 heures. Donc on avait tout ça, on avait des factures EDF qui prouvaient notre occupation depuis plus de 2 jours, et après on a rendu ça public, donc le samedi. Voilà, donc ça nous semblait important de revenir sur le projet, puisque c'est quelque chose, on va dire, de neuf, d'inédit en France. On en parlera, on reviendra au long de cette émission pour montrer qu'il y a eu d'autres exemples, peut-être d'autres modèles qui ont eu lieu en Europe, et on pense particulièrement à la Casa Pound en Italie, mais également à ce que font les camarades du Hogar Social en Espagne, et notamment à Madrid. Et donc justement, on va dire les premières questions qu'on pourrait se poser, Steven, c'est pourquoi avoir mis en place le bastion social, donc mis en place ce projet d'occupation sociale d'un lieu, en visant en fait à loger des familles françaises qui sont abandonnées par l'État. Alors plusieurs points. Déjà, un point très important, il fallait aussi, au bout d'un moment, dans un militantisme qui finalement tourne en rond, qui ne voit pas spécialement de débouchés, il fallait qu'on crée la fracture, l'électrochoc. On l'a fait aussi par nécessité et par sincérité, de se dire qu'en tant que militant, la notion principale et la notion première aussi, c'est d'aider notre peuple. L'État n'assumant plus du tout ses responsabilités, laissant des centaines de milliers de personnes à la rue dans des situations précaires, on a décidé, nous, de prendre nos responsabilités. Alors on a travaillé sur ce projet pendant 6 mois, on a vu plusieurs fois beaucoup de bâtiments. Il était d'autant plus important de prendre un bâtiment qui soit public, donc qui appartient à l'État. Ça, c'était une condition primordiale. Il fallait aussi justement dépasser le discours. Le problème étant souvent dans le milieu, on va dire dans la nébuleuse, il y a beaucoup de discours très révolutionnaires, très poignants, mais il faut lier les paroles aux actes. Donc on a décidé de passer à l'action. Et ce lieu que vous avez donc occupé à Lyon, je crois qu'il était dans le 2e arrondissement de Lyon. Hein. C'est ça.
Vous l'avez repéré depuis un certain temps ou ça faisait partie vous aviez repéré d'autres endroits qui pouvaient potentiellement vous accueillir? Alors on avait repéré ce bâtiment-là très précisément. Après on a toujours quelques coups en réserve. Ça on vous en dira pas plus ici, vous verrez sur les réseaux sociaux, c'est évident. Mais c'était vraiment le bâtiment, c'était le bâtiment principal, celui-ci qui nous intéressait, donc qui est à deux pas de la place des Jacobins. Situé en plein centre de Lyon, c'était d'autant plus important aussi que alors ce qu'on appelle les squats d'extrême gauche, terme que nous on n'accepte absolument pas. On appelle ça une occupation non conforme ou une réquisition solidaire, mais ces squats-là sont toujours faits en périphérie, très éloignés de la ville. Avoir pris un bâtiment public en plein centre de Lyon, c'est d'autant plus fort comme symbole que justement ça permet aux petits bourgeois du quartier qui puissent se rendre compte que finalement, oui, en dehors des magasins Rolex et Hugo Boss qui sont situés juste à côté, il y a des Français, des compatriotes qui sont dans la rue et qui souffrent. Justement, Steven, c'est vrai que tu l'as dit, Lyon a une longue tradition, on pourrait dire au moins depuis le début des années 70, une tradition d'occupation. Donc on peut renvoyer ça au terme de squat, puisque c'est en effet le terme utilisé par les différents groupes d'extrême gauche. Ça a été toujours quelque chose de très très fort à Lyon, que ce soit la Croix-Rousse ou autre. Alors évidemment, vous inscrivez pas dans cette tradition-là, entre guillemets, c'est évident. Néanmoins, est-ce que toi, le fait que ce soit à Lyon, tu le vois comme un pur hasard, tout simplement parce que vous y habitez, un point c'est tout? Ou est-ce que malgré tout, il y a cette idée aussi d'une ville qui, depuis les canuts, après tout, on peut remonter au 19e siècle, a quand même une tradition de rébellion sociale qu'on ne trouve par exemple plus à Paris. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu inclus dans la vision que vous avez de ce que vous faites? Il y a un fort sentiment qu'on pourrait presque appeler révolutionnaire au niveau des habitants, des militants. Il y a énormément de mouvements qui finalement des fois prennent appui ou prennent racine au niveau de la ville de Lyon, même au niveau du dynamisme, du militantisme. Lyon, c'est une place forte, ça c'est indéniable. Après, ça s'inscrit aussi dans une tradition d'occupation. Il y a énormément de squats qui sont ouverts à Lyon, où, alors chose intéressante, il y a des fois quelques petites passerelles, on va dire, qui peuvent s'ouvrir et qui sont assez intéressantes. Moi, j'ai eu par exemple une fois un quinquagénaire qui vient en vélo, qui lui est un véritable anarchiste, qui est complètement à l'opposé de notre ligne politique, mais qui est venu nous soutenir. Et il nous a dit, moi je fais de l'ouverture de squats pour des clandestins, je suis pas du tout sur votre ligne, mais ce que vous faites chier et l'État et la préfecture, donc moi je vais vous donner toutes les billes que j'ai au niveau législatif pour vous aider. Donc il y a des choses qui sont assez intéressantes. Et lui, par exemple, dans les dernières mobilisations qu'il y avait eu, il y a eu 2 manifestations antifascistes où ils étaient 30 punks à chiens ignobles. Nous, on était plus d'une centaine la première fois dans le Bastillon. Lui, par exemple, les déteste au plus haut point parce que finalement, il se retrouve du même côté de la barrière que la police et l'État. Donc il y a des choses comme ça qui sont intéressantes et Lyon a toujours ce côté un peu, on va dire, chauvin et révolutionnaire. Il y a toujours cette petite étincelle qui demeure en chaque Lyonnais, oui. Clémentin, une question, une remarque? Une remarque pour vous féliciter tout d'abord, parce que l'initiative, quand elle a été envisagée par des anciens, c'est-à-dire d'essayer de reproduire en France ce qu'on a connu en Italie, vous donnait 48 heures de survie pour les plus optimistes. Donc je pense que vous avez explosé le record et marqué le coup. Donc je voulais le dire, comme quoi quand on veut, on peut. Et quand il y a une volonté, il y a un chemin. Chose qui est aussi intéressante, qu'on aurait pu peut-être à la limite au tout début nous reprocher en disant mais c'est qu'un coup de communication. La chose étant, c'est que nous on s'inscrit vraiment dans la durée, c'est vraiment un acte qui est fondateur, qui va déboucher sur d'autres perspectives. Et le fait justement de voir, pour tous ceux qui sont venus, parce qu'on a eu un soutien, mais qui est vraiment transcourant et qui est national, et même jusque des pays qui sont limitrophes, on devait faire des visites de 8h du matin à 2h du matin, des personnes qui venaient tout le temps, des camions qui venaient toute la journée. Et ça a été vraiment quelque chose de très important, puisque c'est finalement un projet qui enfin est fédérateur. Oui, et ce qui était intéressant de noter, moi c'est ce que j'ai remarqué, j'adresse les mêmes félicitations que le camarade Autin, parce que moi aussi j'ai été, je dirais, positivement emballé. Je pense que, voilà, comme je l'avais fait remarquer sur certains réseaux sociaux,
Ça fait plaisir qu'un quadragénaire, un jeune quadragénaire que je suis, se dise que ce sont des gens qui ont 20 ans, voire un peu plus, voire un peu moins de 20 ans, montrent qu'il y a encore des choses possibles qui soient faites et qu'on sorte, on va dire, d'une certaine aigreur, d'un certain ressentiment, d'une certaine nostalgie, et de montrer que voilà, ce type d'action est possible parce que, effectivement, on reviendra après sur l'exemple de Casapande et l'exemple du regard social. Pendant des années, on nous expliquait qu'en France, c'était pas possible, et moi, je faisais partie de ceux qui disaient qu'effectivement, la législation en France étant peut-être un peu plus restrictive que la législation italienne, c'était difficile d'entreprendre ce type de démarche. Et surtout, ce qui, moi, m'a emballé dans le projet du Bastion social, c'est que il me semble, à moins que les auditeurs peut-être de Méridien Zéro le corrigeront dans les commentaires, mais il me semble que c'est la première fois qu'une telle initiative aussi importante, c'est-à-dire de sortir du pur, je dirais, coup médiatique et dire voilà, j'occupe un espace et souvent un toit pendant quelques heures avant de me faire déloger par la police, c'est-à-dire quelque chose qui s'inscrit dans la langue du russe, il me semble que c'est la première fois que ça arrive, en tout cas récemment en France. Oui, de mémoire, on est les précurseurs là-dessus au niveau national évidemment parce qu'on rend toujours hommage aux mouvements qui nous ont inspirés. Là j'étais dernièrement à l'Atana, en fête annuelle de Casapande, donc il faut évidemment leur rendre hommage à eux pour tout le travail aussi qu'ils ont fait et à mon avis c'est leur rôle aussi, pas d'avoir un Casapande bis ou même sous la même étiquette en France, mais d'être justement une grosse source d'inspiration pour tous les pays européens. La chose après, oui, c'est que on a réussi à faire quelque chose que finalement beaucoup, j'ai l'impression, attendaient, n'avaient pas réussi à faire pour diverses raisons. Nous, on s'était donné un objectif, on avait fait une réunion il y a 1 an et demi, on avait plusieurs objectifs, dont ouvrir un local. On a ouvert un local, et un des derniers objectifs, c'était prendre un bâtiment. Ça a mis 1 an et demi de réflexion, de travail, pour avoir vraiment une structure militante très solide. Et après, on a fixé une date, on a dit ce serait le dernier week-end de mai, et on l'a fait le dernier week-end de mai. Et justement, j'imagine que c'est quelque chose que vous avez mis longtemps à discuter, à mettre en place avec les militants qui étaient sur Lyon. Et je pense que voilà, pour arriver à une telle réussite, c'est qu'il a fallu, je pense, une mobilisation militante depuis un certain temps. Il a fallu justement, après nous on est très sélectif au niveau du GUD sur le recrutement, ce qui nous a permis vraiment d'avoir des personnes qui soient très compétentes et avec un certain nombre de militants, on a pu faire ce qu'on vient de faire. Après, la chose étant, c'est qu'on a peut-être perdu le Bastillon qui était au 18 rue du Port du Temple, mais d'ici quelques temps, il y en aura un autre. Peut-être qu'on se fera expulser d'un autre, mais on va les harceler quoi qu'il arrive. C'est la question qu'on nous pose. Par exemple, en Italie, on m'a demandé, mais est-ce que finalement, vous allez en ouvrir d'autres ? Bien évidemment, ça c'est une obligation pour nous. Oui, en plus, vous avez acquis quand même une expérience pour le coup ça vaut le coup de la valoriser. Je reviens sur le timing, pour le coup, sur la date dont tu viens de parler, Stéphane. Je dois avouer humblement que je connais la législation un tout petit peu pour les expulsions domestiques. Et donc je ne sais pas du tout si ça serait appliqué à vous. Mais est-ce que, de fait, il n'aurait pas valu faire l'occupation sur la période légale de non-expulsion ? Est-ce que ça vous aurait aidé ou pas ? Ou est-ce que, de toute façon, le bâtiment n'était pas concerné par ce genre de choses ? Alors, de toute façon, je pense que même en période hivernale, ça aurait été... on aurait peut-être gagné quelques semaines, mais le bâtiment, finalement... nous, on avait volonté de le prendre très rapidement aussi, puisqu'on n'a plus de temps à perdre. C'est une chose qui nous paraît évidente. On ne peut plus se cantonner finalement à rester dans les mêmes cadres du militantisme. Il fallait qu'on fasse justement péter ce cadre-là pour pouvoir après même tout simplement redonner de l'espoir à des militants qui sont sortis un peu du milieu depuis une dizaine, quinzaine d'années, parce qu'ils étaient lassés, ce qui peut se comprendre. Ils étaient sortis de tout ça. Avec le Bastion social, j'ai reçu 500 messages en 2 jours de félicitations, d'encouragement et surtout de personnes qui veulent s'investir. C'est ça qui est très intéressant et totalement transcourant. Des personnes qui sont prêtes à quitter d'autres mouvements en disant si demain un mouvement politique Bastion social se lance, j'adhère immédiatement et je vais m'investir, donc je prendrai des responsabilités. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous conforte dans le sens où oui, on a pris des risques, oui, c'est illégal, mais c'est nécessaire. Et vous avez eu des relais dans la mouvance. Je pensais à un invité qu'on avait eu, Antonin, pour ne pas le citer, qui travaille avec les SDF, de souche, mais on ne le dit pas.
pour essayer de les réinsérer. Et c'est très compliqué, en tout cas sur Paris. C'est très compliqué parce que c'est complètement vérolé par les politiques. Donc, est-ce que vous avez des relais de gens prêts à s'investir, mais à un niveau plus ou moins professionnel? Parce qu'il était question de ça, de monter des projets. On avait essayé autour de Claude Huet, de monter des choses et essayer de faire des choses un peu pérennes, mais on se retrouve vite face à des écueils, sachant que donc c'est verrouillé, donc tu es obligé de bosser en sous-marin. Et si vous avez un lieu, est-ce qu'il y a des possibilités que des gens vous rejoignent à ce niveau-là pour travailler de façon un peu plus durable? Lui, par exemple, s'occupe de réinsertion, c'est-à-dire sur du long terme, et pas que de l'accueil et de la réinsertion. Est-ce que vous avez des propositions ou on fait un appel aux auditeurs intéressés? Alors, on peut faire un appel, on prend toutes les bonnes volontés, mais après, nous, notre projet aussi, il était évidemment dans l'urgence, dans l'immédiateté de donner un toit, mais c'est un projet aussi sur du long terme. C'est de voir, on a des personnes d'ailleurs du voisinage qui ne sont pas encartées dans des mouvements politiques, qui sont venus nous dire, ils sont venus frapper à la porte après leur journée de travail en disant « Écoutez, on sait qui vous êtes, mais on s'en fout. On s'en fout. » Parce que finalement, ça fait péter aussi cette étiquette-là, de dire oui, ils sont d'extrême droite, etc. Bon, chose à laquelle cette étiquette ne nous convient pas, on est des nationalistes révolutionnaires. Mais il y a eu cette étiquette, ce sentiment justement que le système nous donne cette étiquette-là, elle a explosé. Elle a explosé. Les personnes viennent nous dire on sait très bien qui vous êtes, mais il n'y a aucun problème, on va venir nous aider. Alors ce voisin qui habitait pas très loin de la rue, a des compétences, lui, dans tout ce qui est rédactionnel, communication. Et il s'est proposé de venir retaper les CV. C'était aussi notre objectif, parce qu'on a eu, par exemple, un sans-abri d'une 50aine d'années. On est allé à sa rencontre. Chose intéressante, il faisait la manche, mais à côté de ça, il était en train de lire un livre. Chose qui est assez remarquable. Et on a eu une discussion avec lui. Et après ça, il est venu nous rendre visite. Après, on lui a proposé justement de refaire son CV, de voir ses compétences, de lui offrir un toit. C'est toujours au début assez compliqué parce qu'ils ont un peu peur que ce soit un foyer. Un foyer, c'est quoi? C'est du racket, c'est de la violence, c'est des personnes qui rentrent ivres mortes, c'est des lits pleins de puces, c'est finalement un environnement qui est totalement insalubre. Et nous, c'est totalement à l'inverse de notre démarche. Leur proposer un endroit qui était sécurisé, qui était sain, et avec vraiment des débouchés. S'il fallait refaire de l'administratif, on a des personnes qui sont compétentes. Il faut, je sais pas, refaire une carte vitale. Là, on a une grand-mère handicapée qui a accepté de faire un entretien sur notre page Facebook, qui nous a remercié grandement. Elle s'était installée avec tout son matériel le jour de l'expulsion. Elle devait revenir en fait le soir y dormir parce qu'elle fait la manche la journée, parce qu'elle a une maladie dégénérative pour essayer de financer son opération. Et cette personne-là m'a encore appelé tout à l'heure, quand je venais d'arriver à Paris, pour nous féliciter. Elle va essayer de contacter des journaux pour justement faire un encart en parlant de nous. Donc il y a vraiment une démarche qui est sur le court terme pour l'aide d'urgence, trouver un toit, etc. Et après, une démarche qui est sur le long terme, de réinsertion, de voir s'il est possible de trouver un travail par les réseaux. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement les caractéristiques du bâtiment que du coup vous aviez occupé ? Alors le bâtiment faisait environ 800 mètres carrés, donc il y avait un sous-sol, en fait tout l'espace était sain, aucun rat, aucun nuisible, etc. Sauf vous. Sauf nous, évidemment, les seuls rats qu'il y avait, c'était nous, ça c'est une évidence. Il y avait un sous-sol où on comptait après faire une salle de sport, stockage alimentaire, donc était une pièce qui était au frais. Il y avait après, il y avait un grand hall. Sur la droite, il y avait une première pièce que nous on avait aménagée, parce qu'on faisait de la distribution alimentaire tous les mercredis. Donc avec des vêtements, des kits de première hygiène, de la nourriture, des conserves, où là les personnes, on allait justement leur en parler, on allait les rencontrer dans la rue, leur parler du projet et que c'était accessible. Et c'est comme ça qu'on a rencontré aussi la personne âgée qu'on a hébergée. Et après, juste sur la gauche, une pièce qui devait faire 300-400 mètres carrés, 15 mètres de hauteur plafond. Donc ça qui aurait été plutôt pour le côté congrès, conférence, politique, métapolitique. Juste après cette salle, sur la gauche, on avait aménagé, nous, notre petit potager, plus détente, plus sympathique, parce qu'en fait, c'était une cour intérieure qu'on avait. Et après, au premier étage, c'était donc un grand appartement qu'on avait divisé pour en faire pour l'instant 3 chambres. Après, les possibilités étaient limitées. Une fois à 22h, j'ai eu un architecte d'intérieur qui est venu en disant « Bon, écoutez, on peut faire ça, 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 ça ». Et on passait de 6 personnes qu'on pouvait héberger à 50. Donc les possibilités étaient illimitées. Est-ce que justement, dans cette idée d'éventuellement accueillir 50 personnes, c'était
Vous avez eu très rapidement donc cet architecte qui est venu, mais on va dire dès le début, un certain nombre de compétences qui sont venues se proposer à vous, et surtout, ce qui est peut-être intéressant, des compétences qui n'étaient pas connues au sein de la mouvance, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas connus au sein, on va dire, de la mouvance dans son acception la plus large. On a eu énormément de personnes compétentes qui se sont présentées d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas à chercher, ou alors quelquefois on mettait des annonces, mais vraiment d'urgence. Je sais pas, on avait besoin d'un plombier pour installer un chauffe-eau de dernière minute. Mais dans l'heure, on avait une réponse positive. Et on a eu, je sais pas, une quinzaine de personnes qui travaillaient dans le bâtiment, qui se sont proposées d'elles-mêmes, qui nous ont envoyé du matériel, des fois même depuis Paris, par transporteur. On a eu 50 kilos de peinture. Ça, c'était la personne qui avait vu tout l'engouement sur les réseaux sociaux, qui avait vu ce projet-là, qui est un ancien d'un certain mouvement, etc., et qui nous a envoyé directement ça. Alors, est-ce que justement, peut-être l'un des points positifs en tout cas de la première mouture du bastion social, c'est que ça a permis peut-être que des gens qui étaient pendant un certain nombre d'années, voire des décennies, militants, qui étaient peut-être, on va dire, dans une certaine forme d'aigreur, en tout cas de se dire à quoi bon, qu'est-ce que je fais ici. D'un coup, voilà, il y a une bande de jeunes militants lyonnais qui se réclament certes d'un mouvement qui, on le verra plus tard dans l'émission, a une certaine éthique, esthétique ou en tout cas symbolique, et de se dire voilà, il y a quelque chose de concret, et qui se disent peut-être bon. Ce qui me semble, voilà, d'autres formes de combat sont peut-être pas à la hauteur, mais là, il y a quelque chose de concret, c'est accueillir des Français qui sont de souche, qui sont à la rue, il y a quelque chose de concret, je peux apporter réellement quelque chose à mes compatriotes, et donc peut-être revenir à un militantisme peut-être moins médiatique, mais peut-être plus pertinent. On en a eu beaucoup. Après, la chose, c'était ce qui nous paraissait, nous, et qui nous paraît toujours le plus important, c'est de faire du concret. Finalement, les personnes qui se rendaient au Bastillon disaient oui, mais qu'est-ce que vous allez faire pour les Français ? Il suffisait de poser la main sur l'immeuble. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On a réquisitionné un bâtiment pour leur donner des logements. Voilà. Donc c'est déjà la chose la plus importante. On a eu énormément de personnes qui se sont présentées de manière spontanée, qui venaient de toute la France, je sais pas, quasiment quotidiennement, qui se relayaient. On a eu aussi, c'est une expérience aussi humaine et de camaraderie vraiment très très intéressante. Toutes les personnes se réveillaient à 9h du matin, travaillaient jusqu'à des fois, pour les plus déterminés, on en a eu quelques-uns jusqu'à 3-4 heures du matin à poncer des portes, mais tout ça dans la camaraderie, dans la bonne humeur, et ils étaient vraiment conscients que ce projet-là, finalement, c'était ni un coup de communication, ni quelque chose qui allait durer que quelques jours, mais c'est vraiment porteur, fondateur et plein d'espoir. Donc Steven, ce que tu es en train de dire, c'est que heureusement, il n'y a pas que des guerriers de Facebook. J'espère. Je m'en suis rendu compte que finalement, non. On a eu après une ou deux personnes, je ne les citerai pas parce que ce serait leur faire trop d'honneur, mais des espèces d'uluberlus qui nous disaient oui, mais c'est une arnaque, ils ont reçu 2 millions d'euros. De Soros, j'espère. Ouais, voilà, Soros, la CIA, le Mossad, je sais pas quoi. C'est toujours les mêmes, hein. C'est toujours Soros ou la CIA. Moi, je lui avais répondu très simplement, pendant 4 jours, on n'a pas eu d'électricité, on n'avait aucun mobilier. Est-ce que si j'avais eu 2 millions d'euros, je me serais fait chier à dormir sur du parquet, sans rien, sans coussin, sans électricité et sans eau ? Voilà. On n'a pas les preuves. En fait, c'est ce que je dis sur Facebook. Attention. Non, parce que ce genre de délire, on voit jusque ça peut aller. Oui. Sincèrement. Mais c'est très bien. Qui nous soutiennent pas, j'en suis d'autant plus heureux qu'ils ne nous soutiennent pas. Qui restent dans leur ghetto. Donc là, on a vu la première occupation qui a eu lieu fin mai. Et malheureusement, ce qui était peut-être prévisible, moi je pensais qu'ils n'allaient pas vous expulser tout de suite parce que je m'étais dit que ça avantageait peut-être Colomb de donner en quelque sorte, de manière très cynique, un abcès de fixation dans le 2e arrondissement de Lyon en disant les autres ont l'extrême gauche a le 1er arrondissement avec la Croix-Rousse, il y a tout ce qui se passe dans le 5e et on va dire dans le vieux Lyon, mais voilà, il y a ce projet, cette occupation non conforme dans le 2e, c'était de dire il y a un abcès de fixation, ils sont là, on sait à peu près qui c'est. On arrive à les contrôler, sauf que malheureusement, c'est pas comme l'extrême gauche dès qu'il y a une occupation non conforme réalisée par
tout sauf l'extrême gauche, on en voit très rapidement. Et on a vu la décision de justice, je crois, qui est arrivée très rapidement. Puis surtout, sa mise en place par la police, elle a été quasiment immédiate. Donc vous avez tenu combien de temps 2 semaines, 3 semaines? On a tenu environ 3 semaines. La chose étant, c'est que nous, contrairement à l'extrême gauche, on a eu des pressions de la police la nuit. Donc des mecs qui viennent avec les lampes torches stroboscope, dire ouais mais écoutez, on veut rentrer. Non, tu rentreras pas. Oui, non, mais il faut qu'on rentre et compagnie. Bah, restez dans votre trou. Très bien, on y est très bien, nous. C'était ça, 1 à 2 fois par semaine. On a eu des huissiers qui sont venus plusieurs fois. Heureusement, on avait aussi des bons avocats, et on en a toujours. D'ailleurs, je les remercie pour leur travail. Et on a eu, jusqu'au jour de l'expulsion, donc un huissier qui se présente au Bastillon, qui me remet un papier, un avis d'expulsion. Normalement, on a toujours des droits au niveau du délai. Et tout était notifié. Moi, j'ai pris directement, sans jugement pour le moment, 1500 € d'amende. Normalement, on a un délai de 2 mois. On peut demander un délai de 2 mois, délai suspendu. On peut demander à faire appel. Normalement, l'appel peut être suspensif. Sauf que c'était, en fait, prise de décision à la minute. Donc, avis d'expulsion à la minute. Elle m'a remis le papier. Ça faisait déjà une demi-heure qu'on voyait tout le dispositif policier qui se mettait en place. À partir du moment où elle m'a remis le papier, voilà, on a vu comme sur le reportage de ERTV. Excellent reportage, ouais, excellent reportage. Très bon reportage d'ailleurs. Avec une très bonne la témoin là, est très sympathique, la de souche, qui vous pourrit le plus. Oui, ouais. Pour savoir les Français, Ouais. quels Français, tout le monde et tout. Vraiment, salut à toi, camarade traîtresse, t'es vraiment la meilleure. Il faut savoir que j'avais eu le même cas avec une journaliste de France 3 qui s'était pointée. Nous, par principe, on répondait justement pour exposer le projet et pour parler au peuple. Parce que finalement, que ça soit relayé par France 3, qu'ils fassent leur petit truc, l'extrême droite et compagnie, nous on s'en fout. La chose étant, la chose primordiale, c'était de parler au peuple pour qu'ils puissent connaître nos revendications, venir nous rencontrer. Et grâce à, par exemple, des articles de médias locaux, on a eu énormément de soutien. Donc elle s'était pointée, elle s'appelle Goldstein de son doux nom. Et elle était venue... C'est une Alsacienne. Ouais. Elle était venue donc me rencontrer, elle me disait oui, mais sans me dire bonjour, sans rien, sans se présenter. Je lui dis oui, bonjour, vous êtes qui? Est-ce que vous venez filmer? Bon, est-ce qu'on pourrait avoir une présentation? Et elle me dit oui, mais ça veut dire quoi, français et compagnie? Je lui dis est-ce que ça vous donne des crises d'urticaire, ce terme français en fait? Elle me dit oui, non, mais vous savez, je lui dis, non, je sais rien, c'est une évidence. Je donne, on applique nous la préférence nationale comme ça s'applique dans tous les pays du monde, sauf chez nous. Donc je vois pas à quel moment, et si on parle de son origine, etc., eux ils l'appliquent chez eux largement. Oui, c'est vrai qu'en Alsace, oui, En Alsace, oui. ils pratiquent beaucoup la préférence communautaire. Non, et effectivement, donc ça, on a vu les images de l'expulsion. Donc j'imagine que vous aviez prévu effectivement depuis un certain temps cette expulsion, et on a vu que on a vu les images en tout fait quand on a vu la police utiliser le bélier, ils ont mis longtemps. Ils ont mis très très longtemps. On a trouvé un camarade qu'on appelait nous MacGyver qui a réussi à nous faire des fortifications à l'intérieur qui étaient complètement impressionnantes. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis 10 minutes. Mais on n'allait pas leur laisser non plus prendre le bâtiment comme ça. Du coup, ils ont dû mettre entre 45 minutes et 1 heure. Donc on a résisté, on a fait des directs avec les casques sur la tête, évidemment. On est Gudard, on l'est pas. C'est tradition oblige et esthétisme oblige. Et après, la chose étant, c'est qu'une fois, évidemment, s'ils veulent rentrer, ils rentrent. On s'est, mis dans l'appartement du haut. On a mis des canapés pour justement leur donner aussi un peu de mal. Et on les avait attendus tranquillement, une cigarette à la main et un verre de vin à la main. Ce qui a dû les énerver. Ce qui les a rendus complètement fous, oui. Parce que ça, c'est le genre de truc qu'ils ne supportent pas. Bien sûr, oui. Ce qui était très intéressant aussi, par contre, c'était quand on voyait les à côté à l'extérieur, effectivement, la réaction des gens, des riverains, je ne sais pas, ou des gens qui... parce que vous êtes à côté de la place des Jacobins, donc c'est une place très passante à Lyon. On voyait effectivement la caricature des traîtres bobos. Je pense qu'il n'y a pas besoin de commenter, mais on voyait quand même des gens qui s'insurgeaient contre le fait qu'effectivement, sachant que, sans savoir qui c'est, que c'était le Gud derrière, mais que le fait que c'était un endroit qui était occupé pour accueillir des SDF, ne comprenait pas l'intervention de la police. Et ça, c'était quand même, là aussi, c'était une bonne chose malgré tout. Nous, on a eu beaucoup de soutien populaire. On est allé souvent à la rencontre aussi des habitants et des commerçants, par exemple pour les prévenir des manifestations antifascistes. On distribuait des tracts dans tous les commerces, ne laissez pas vos voitures à tel endroit, il y a peut-être un risque de dégradation de vos voitures, donc décalez-les. Et de ce fait-là, après, il y a un dialogue qui s'engage. Mais finalement, vous êtes qui? Non, on s'est jamais caché. On s'est jamais caché, mais finalement, les réactions à 95% du temps étaient très positives.
Alors justement, oui, ça c'était une question, c'est à mon avis un point important à soulever, c'est que quand on fait ce type d'action, on se demande comment les gens vont réagir, parce que voilà, je veux dire, faut pas se leurrer, l'image plus que sulfureuse que l'on traîne ou qui est autour de nous, on peut s'imaginer que grosso modo, certes, on n'a pas des pieds de rongeurs et de topineri comme diraient nos camarades italiens, mais on peut avoir les pieds de bouc du diable à côté. Et est-ce que justement, le fait que les riverains et les commerçants vous voient avec des tracts expliquer qu'effectivement, avec les crasseux, il pourrait y avoir des problèmes, et en même temps expliquer votre action, déjà, le simple fait que de voir en fait des gens normaux venir déjà parler français, s'adresser normalement à eux, est-ce que ça aussi, ça n'a pas cassé l'image malgré tout? À mon avis, il y a eu un déclic aussi, puisque finalement, même le français, on va dire lambda, non politisé, ne peut que soutenir. À moins que justement qu'il ait ses lunettes idéologiques pour dire non, ce sont les affreux des méchants. Mais dans la plupart du temps, finalement, même les personnes venaient nous rencontrer et il y a l'électrochoc qui s'est fait. On n'y croit plus à cette histoire d'étiquettes, d'extrême droite, de méchants, de mangeurs d'enfants, etc. Ils voient concrètement la chose. Nous, on en a eu des voisins qui sont venus toquer, qui sont venus discuter pour parler du projet. Et finalement, ils sont à l'unanimité, ils sont tous d'accord. Et on a eu des personnes qui étaient prêtes à signer des pétitions de quartier avec nous, alors que bon, il y avait des personnages assez atypiques. Ils voulaient totalement nous soutenir, ils nous ont apporté des vêtements, de la nourriture, des conserves, ils faisaient des tris dans leurs affaires personnelles pour nous les apporter. Il y a eu des personnes qu'on connaît de nulle part, on n'a jamais vu, qui sont pas des militants et qui arrivaient avec des camions. Ou même sinon, on a eu un éboueur du quartier qui nous a dit « J'ai entendu parler qu'il y avait un collègue derrière qui avait un lit pour les bébés. » On allait chercher, il nous l'a amené. Pour le coup, je pense que ça, c'est le choix stratégique que vous avez fait d'occuper un bâtiment de l'État. Parce que je pense qu'au niveau, d'une façon ou d'une autre, ça aurait été un bâtiment, ou en tout cas des lieux privés, on va dire, et a fortiori sur des gens qui sont plus des particuliers. Je pense qu'à ce moment-là, la réaction n'aurait pas du tout été la même. Parce qu'il y a quand même une identification. Chacun, même lorsqu'il n'a pas un appartement, même lorsqu'il n'a pas un logement, d'une façon ou d'une autre, va s'identifier à une personne qui se retrouve justement avec un squat chez lui. Et de fait, les réactions auraient peut-être été plus négatives. Le fait que vous ayez choisi un bâtiment de l'État est un choix, c'est un excellent choix. De toute façon, on n'aurait absolument pas occupé un bâtiment ou un appartement ou une maison qui appartenait à quelqu'un, à un privé. On aurait pu imaginer une grosse FMN aussi, enfin une grosse multinationale. Oui, bien sûr. On s'est dit pas de privé, sauf entreprises étrangères, Qatar, etc. Où là, finalement... ou même justement des personnes, des appartements de fonction ou alors des appartements secondaires, des immeubles qu'un Qatari a acheté, ça c'est envisageable. Oui, mais c'est différent parce que là, on va dire, c'est un achat par un étranger. Mais alors, justement, pour revenir sur l'occupation, on parlait tout à l'heure de Denise, donc cette femme qui se retrouve à la rue alors qu'elle est malade et qui a tenu impérativement à être logée chez vous. Quand vous avez été expulsé, j'imagine qu'on ne vous a pas laissé le temps de prendre vos affaires et qu'un certain nombre d'affaires sont restées au bastion et qu'il est toujours malheureusement pas possible de les récupérer. Alors donc avec les avocats, on a vu les procédures à suivre. Normalement, je vais pouvoir retourner dans le bâtiment avec un huissier ou avec des forces de l'ordre pour pouvoir récupérer les affaires. Donc ça avance, parce qu'on ne risque pas non plus de les laisser tranquilles. Et surtout, on a fait la demande de récupérer les affaires, parce que dans les journaux, il était question de donner tous nos dons alimentaires et vestimentaires à des associations caritatives. Celles qui vous ont craché dessus. Voilà. Donc pour les migrants, j'espère. Ouais, oui, évidemment. Ah. Donc on aurait été quand même assez énervés. Il vaut mieux d'un côté pour eux qu'on puisse récupérer les dons, parce que sinon on a toujours ce côté un peu... oui, parce que ce qui est sidérant, et très rapidement on l'a vu dès le début de l'occupation, c'est de voir que les associations humanitaires officielles, la Fondation Abbé Pierre, pour ne pas la nommer, qui sont... Si, il faut la nommer, oui, c'est important. Et de voir que une de ses représentantes, grosso modo, pour elle, il était horrible que vous osiez vous prévaloir de la question sociale. Et je ne sais plus qui avait rappelé à juste titre certains termes de l'Abbé Pierre quand il était député de la 4e République, notamment s'agissant des étrangers. Ouais, ça c'est toujours assez marrant de se dire qu'au final, même des personnes qui sont censées être vraiment dans le social, nous on propose un hébergement, mais il faut absolument pas y aller.
C'est totalement contradictoire. C'est comme des personnes d'extrême gauche ou de la gauche qui vont vous dire « Oh non, non, mon Dieu, ils ont réquisitionné un bâtiment qui appartient à l'État. Faut absolument pas y aller. » Oui, mais nous, on offre un hébergement à des Français dans le besoin. À partir de quel moment vous allez dire à des SDF « N'y allez surtout pas, on va vous donner un logement gratuitement, des vêtements, de la nourriture, n'y allez sûrement pas. » Oui, mais parce que ces gens-là ne vivent pas dans le réel. Ah oui. Et puis ils ont surtout, je pense, on pourra peut-être revenir dans une autre émission de Méridien Zéro, sur le fait souvent des associations humanitaires n'ont pas intérêt à résoudre le problème de la précarité et notamment la précarité, du problème du logement, puisque ça enlève des subventions et surtout des gentils salaires chaque mois. Bah, on a une niche. Hein. Après, c'est vrai que ce qui ressortait le plus, je trouve, au niveau des articles qu'il y a pu y avoir dans les différents sites d'extrême gauche lyonnais qui peuvent exister, c'était quand même un vrai désarroi. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vous connaissent. Et là, le fait d'avoir attaqué sous un autre angle qu'ils n'avaient pas envisagé, et de voir que cet angle, en effet, il était pensé et creusé, on sentait un désarroi sur la nature de la réplique. Alors, ils vous ont envoyé combien? 2 manifs, c'est ça? 2 manifs les vendredis à 50 personnes. Voilà, maximum. mais on sentait Avec que 40 associations, j'imagine. Oui, 40 associations et 50 participants. Ouais, mais on sentait qu'en effet, le coup a fait mal, parce qu'en effet, il est venu bousculer quelques certitudes. Et aussi une façon de voir les choses. Donc rien que pour ça, c'est quand même très intéressant. Il y a eu une vraie ligne de fracture, il y a eu un vrai bug dans leur système. C'est-à-dire que finalement, ce qu'ils qualifient d'atroce, etc., les nationalistes vont sur le social et surtout occupent un bâtiment en plein centre de Lyon, ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Et là, il y a eu pour eux un vrai bug. Avant de revenir sur peut-être comment les élus et les politiques lyonnais ont vu la chose, ce qui était très intéressant, c'est dans le cadre de reportage de RTV, c'était de voir cette espèce je crois, le pire crasseux que j'ai vu mais la caricature vraiment du punk à chien avec sa je sais pas si c'est une Amsterdam ou une 8.6, mais quoique la 8.6 c'est peut-être trop cher pour lui, mais je veux dire, c'était le type, on se demandait ce qu'il faisait là et pourquoi mais c'était vraiment la caricature. Ouais, lui, il est assez intéressant. C'est Monsieur la mitraillette. Alors, on ne sait pas d'où il sortait ces histoires de mitraillette en train d'hurler, mais oui, c'était finalement juste vraiment la caricature type. On veut pas des fachos, des skinheads, ils vont mettre des coups de mitraillette, on comprenait strictement rien à ce qu'il racontait. Mais les témoignages par la suite sont d'autant plus intéressants. Ils sont d'autant plus intéressants que finalement, c'est des mères de famille, des jeunes filles. Une personne d'une 40aine d'années qui finalement va au contact avec cette personne-là en disant écoutez, on veut faire passer les nôtres avant les autres, regardez-vous au final, la personne, on va l'appeler la mitraillette qui racontait que finalement les Français ça n'existe pas, ça n'existe qu'à la campagne. Il était quand même assez exceptionnel ce personnage. Non, mais je pense qu'il en devait être à son 4e buvard et à son 5e litre de... Il faudrait une petite récompense, je pense, quand même, pour sa prestation. Bière. Mais justement, comme vous étiez dans Place des Jacobins, pas loin de la Place des Jacobins, donc pas loin de l'hôtel de ville de Lyon, j'imagine que la question de l'occupation que vous avez fait du bastion social a dû agiter... à la fois les élus de la ville de Lyon et quelques élus d'arrondissement. Alors, on a eu des élus d'arrondissement, alors ce qui était assez rigolo, bon ça je suis obligé de le garder de manière personnelle, mais on a eu un adjoint à la jeunesse et au sport d'arrondissement qui est venu me voir, qui est carté dans un parti lambda, et qui est venu nous soutenir de manière non officielle. En ça j'en ai eu beaucoup, d'autres partis, qui ont apporté leur soutien, certains officiellement sur Twitter, une personne qui est membre du Front National qui a assumé publiquement, et ce qui est très bien d'ailleurs, sur Twitter son soutien, justement en mettant en parallèle le fait que le bastion social est expulsé en 3 semaines quand des squats pour les clandestins restent 6 mois, 1 an, 2 ans dans des conditions en plus d'insalubrité totale. Finalement, je vais raconter une anecdote. Quand je suis allé au procès, donc la première convocation au tribunal, je suis allé avec quelques camarades et il y avait en fait une quinzaine d'autres jeunes qui venaient par rapport eux aussi à une occupation, mais d'ouverture pour des migrants. Eux, ça a été renvoyé de mémoire à 1 mois. Nous, c'était renvoyé à 4 jours. Ah oui, d'accord. Donc, vous voulez dire... Très surprenant.
c'est que des gens qui permettent le séjour d'irréguliers, parce que il faut rappeler que les clandestins n'ont pas le droit d'être là. Tout simplement, eux, c'est envoyé à moi, alors que d'accueillir des gens qui sont des compatriotes français, donc des gens dont la présence sur le territoire national ne se pose même pas. Vous, c'est 4 jours. C'est intéressant. Donc là, Vous chicanez sur une distorsion temporelle. oui, c'est vrai que c'est parfois les failles spatio-temporelles. Le temps est une notion tout à fait relative, surtout depuis la modernité. Mais on va revenir aussi à un autre élément, parce que là, c'était la première occupation. Et Steven, il y a eu une autre, il y a quelques jours, une tentative de réoccupation là, qui s'est soldée, on va dire, notamment sur le plan judiciaire. Ça a été un peu plus radical, en tout cas, comme mesure coercitive. Donc oui, on a tenté donc de reprendre le même bâtiment, puisque on a aussi une volonté de continuité, de ne jamais abandonner, puisque on s'est donné ça comme objectif, et justement notre détermination là-dessus, elle ne faiblit absolument pas. Donc on avait décidé de reprendre le même bâtiment, ça s'est joué à, je pense, une dizaine de secondes près. Le bâtiment avait été réouvert, la police a débarqué dans l'espace des 10 secondes, où justement toutes les autres personnes situées aux alentours devaient rentrer aussi dans ce bâtiment pour reprendre celui-ci. Donc, est-ce qu'à dire qu'en fait, depuis la première expulsion, le bâtiment était ultra surveillé ? Alors, ultra surveillé, ils avaient mis quelques agents qui tournaient dans le quartier, mais c'était raisonnable. Parce qu'ils ne se doutaient pas évidemment qu'on allait retourner une deuxième fois, mais sauf qu'ils nous connaissent pas assez bien du coup. On a fait la tentative, donc il y a eu 5 interpellés, garde à vue, plus de 40 heures, perquisition au domicile privé, chez les parents. Il était question pendant un temps, puisqu'on avait en contact les avocats, de détention provisoire, alors que le seul fait qui était retenu, c'est pas effraction, parce qu'il n'y en a pas eu, c'est dégradation de biens publics. C'est-à-dire que vous cassez, je sais pas, une fenêtre qui appartient à un bien public, vous allez prendre une amende. Là, on parlait de détention provisoire pour des jeunes qui allaient de 17 ans à 25 ans. Là, généralement, c'est quand on commet un crime. Voilà, et à la suite de ça, il y a eu contrôle judiciaire, pointage 2 fois par mois et interdiction pour les 5 interpellés de se voir. Ah oui, c'est... Jusqu'à la date du procès. Et la date du procès, au final, le procès donnera quoi ? Donnera strictement rien. Une amende à diviser en 5, mais c'est justement le coup. Parce qu'on a eu aussi des infos, la pression vient d'en haut, et à mon avis, évidemment, de Gérard Collomb aussi. Oui, parce que ce que vous voulez dire, c'est que Gérard Collomb, en fait, ne peut pas se permettre d'être trop conciliant avec vous. Du fait qu'il, maintenant, il est son poste de ministre, les yeux des médias sont braqués aussi sur la ville de Lyon, sur son bilan, sur ses actions, et donc, lui a pris, à mon avis, le dossier en main propre pour justement essayer de casser la dynamique. Oui, mais c'est quand même amusant que les camarades de Lyon prennent autant pour si peu quand on connaît effectivement ce qui se passe, on en parlait tout à l'heure, notamment avec le camarade Jean-Louis, de ce qu'est la réalité des squads d'extrême gauche, notamment à la Croix-Rousse. Oui, là, il y a une tolérance de fait, sans parler du comportement du maire, de Madame le maire du 1er arrondissement, qui a quitté le PS pour rejoindre la France Insoumise. D'autant plus qu'il y a eu, il y avait eu dernièrement un squat qui avait été évacué d'extrême gauche. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis le feu à leur squat. Voilà, je pense que c'est quand même assez révélateur de ces personnes-là. Conditions ultra insalubres. C'est vraiment en fait des sortes de marginaux. Ils en vont même jusqu'à mettre le feu à leur squat à partir de ce moment-là. C'est une performance artistique, ça s'appelle. Ouais. Parce qu'on dit pas un squat d'extrême gauche, on dit un squat artistique. Ouais. Monsieur Paris, ça permet de... Tout à fait, un petit peu. J'avais suivi celui des Femen par rapport à vous. Et donc, elle, ça donne félicitations de la mairie, subventions. On les inscrit à la maison des associations. On en fait une association artistique, vous devriez penser. On peut toujours faire la demande. Un truc de danse. Et c'est le charme qu'ils ont. Et après, ils s'étonnent quand votre exploit a marché. C'est parce qu'à force de s'engrainer eux-mêmes, ils finissent par croire qu'ils sont vraiment contre le système, alors qu'en fait, ils font un truc sans risque, avec une aide soit objective, masquée ou dévoilée, l'aide des politiques, de la subvention, des ronds. Je pense à un petit-fils de Socialo, bien implanté à Paris, qui a permis aux Femen de trouver in extremis, et par le plus grand des hasards, un local où personne n'a été les faire chier, avec presque une semi-protection policière, puisqu'elles ont échappé aux vilains fachos qui venaient s'inviter à leur soirée, alors que c'est sympa, c'est pour tout le monde, c'est ouvert.
Et donc, à force de ne pas voir ça, de ne pas vouloir le voir, quand on voit que derrière les punks à chiens, t'as que de la petite Bobo qui est étudiante en sciences humaines, qui finit par y croire qu'elle est la révolution, etc. Et ils se rendent pas compte qu'ils se battent sans risque sur des trucs qui ne dérangent personne. Ils dérangent personne, à part leurs voisins. Ils dérangent personne au niveau politique. C'est bien. Leurs rejetons, comme ça, peuvent aller s'amuser. Puis après, ils finiront socialo ou en marche aujourd'hui. Et donc, en comparaison avec vous, c'est vraiment, je le redis, ça fait un exploit dans l'autre sens. De ce qui s'abat sur vous. Ils ont absolument rien de ça. Donc, tu parlais d'électrochoc, ça me paraît un bon électrochoc, même si ça vous fait à vos frais, un électrochoc à vos frais. Et je vous en félicite d'autant plus de mouiller le maillot. Mais ça leur crée ce truc-là. Et ça, vraiment, ils sont dans la dissociation cognitive assez rapidement, en fait. Donc, à mon avis, vous avez fait un excellent travail à ce niveau-là. Ouais, je crois que la pression, c'est vrai que c'est un moyen d'immobiliser, puis d'essayer de vous paralyser sur une période. À l'issue de laquelle, je pense que tu as tout à fait raison, globalement il n'y aura pas, au niveau judiciaire, on peut espérer en tout cas, que finalement le débouché sera relativement léger par rapport aux charges qui vous sont imputées. Mais bon, on verra bien, mais en tout cas c'est clairement un moyen d'essayer de vous paralyser. Il y a le seul truc, je reviens sur ce que tu disais, Clémentin. Moi, bon, c'est pas un phénomène que je connais énormément, mais il y a une expérience dans les années 70 qui était intéressante, donc ça remonte quand même à une quarantaine d'années. Une expérience d'occupants rénovateurs qui avait lieu justement sur Paris, sur Lyon, qui en gros transformait les squats en vraies occupations non conformes telles que nous on peut les concevoir. Ça fait bien longtemps que l'extrême gauche n'est plus du tout dans ce truc-là. Et en général, en effet, c'est complètement insalubre. Ce qui donne d'ailleurs l'image à nos concitoyens, l'image de ce que peut être un squat. Du coup, il n'y a pas plus infamant que ce terme-là utilisé par la presse pour dire voilà, c'est un squat d'extrême droite. Tu as deux motifs pour une partie de nos concitoyens de se mettre à hurler en disant « Ah putain, c'est l'horreur absolue, on associe deux trucs qui... c'est bon. » C'est le double effet qui est cool. Je suis pas sûr que le terme squat leur fasse peur. Je pensais à celui que tu as rue de Rivoli, c'est pareil, qui est subventionné par la mairie de Paris. Au début, c'était des artistes. Oui, mais parce que voilà, t'as les squats d'artistes. Voilà. Oui, mais le squat d'artiste, c'est le nez rouge que tu mets quand tu veux faire un squat. Ça finit avec des crasseux, de la bière, de la dope. C'est exactement la même chose. Mais ça te permet de tenir un peu plus longtemps. D'où je propose à notre camarade d'ouvrir une section danse ou un truc avec des ceintures, je sais pas... Un truc artistique, ça peut peut-être faire durer le truc un peu plus longtemps. Et vous aurez peut-être de la subvention de la part de la ville de Lyon ou de Grand Lyon. Le jour où on sera subventionné, je commencerai à m'inquiéter. Ou alors c'est qu'on aura pris le pouvoir. Ouais, c'est pas faux. Et justement, avant de passer à la seconde partie plus politique, on en avait parlé un peu brièvement au début de l'émission. Est-ce que l'expérience de Casa Pound en Italie et l'expérience du regard social en Espagne ont été, je dirais, déterminante, ou en tout cas importante pour se dire il fallait faire le bastion social? Ça, c'est une évidence. Casa Pound, surtout Casa Pound, de par leur longévité, on a eu énormément de contacts. On allait déjà plusieurs fois en Italie. On a fait venir des représentants de Casa Pound plusieurs fois en France aussi. C'était justement, c'est aussi l'objectif d'être sur cette ligne-là de mouvement d'avant-garde qui brise et qui casse les codes et qui permettent de faire du concret et d'aller de l'avant, créer vraiment quelque chose de masse, de populaire, d'enraciné. Oui, parce que vous avez même eu la venue de Yannon au Bastion Social. Ça, c'est assez exceptionnel. On l'a su début d'après-midi et donc on avait reçu le message parce qu'il était dans les alentours, il était en France. Il a dit bon, je vais venir vous saluer. Et pour nous, militants, avoir le président d'un mouvement que nous, évidemment, on admire, qui est une très grande source d'inspiration, c'est d'autant plus gratifiant quand justement, ça fait 2 semaines que on fait que les travaux, on a vraiment la tête dans le guidon, avoir un personnage comme Gianluca Iannone qui vient nous rendre visite, qui nous encourage et nous félicite, c'est d'autant plus porteur d'espoir et gratifiant. Alors, ouais, ce qui est intéressant, c'est vrai que Casa Pound n'a pas pris au départ au niveau de l'hébergement des personnes. C'est vrai que leur
leur point de vue n'était pas tout à fait non plus le même que le vôtre, de fait. Parce que c'est vrai qu'ils n'appliquaient pas une préférence nationale aux personnes qu'ils hébergeaient. De ce point de vue-là, ça fait quand même une vraie différence aussi avec Casapon. Après, on a des spécificités qui sont propres. On ne va pas justement faire du calcage sur du modèle italien ou du modèle espagnol. La France a ses spécificités. On s'axera sur notre travail à nous, tout en gardant ses sources d'inspiration. Ce qu'on veut justement faire aussi, c'est développer de nouvelles thématiques, aller de l'avant, ne jamais être dans le contre, mais dans le pour, dans la proposition. Ça, c'est quelque chose qui est très récurrent, finalement, dans tout le milieu. Dire je suis contre ça, mais jamais pour. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a réquisitionné un bâtiment. Parce que finalement, vous êtes pour le peuple, très bien, vous faites quoi ? On donne un logement, donc on est dans la proposition. Oui, et à tel point, je crois que donc, vous êtes allé samedi dernier à la Tana del Tigre, donc la fête de Casapon, et non seulement vous avez eu, je crois, un stand qui a eu du succès, mais en plus, on peut dire que vous avez eu en quelque sorte les félicitations, les compliments des militants italiens. On a eu beaucoup de soutien, donc on a participé aussi à la manifestation qui s'est déroulée dans Rome contre le droit du sol. On participait et après il y avait la Tana et on a eu énormément de soutien. Donc on avait un stand où on a vendu nos t-shirts en 15 minutes. Donc c'était rupture, mais c'est une très bonne rupture. Et on a eu beaucoup d'encouragement de sections de partout. On a une soirée de soutien qui est organisée par une section qui est à côté de Milan, une soirée de soutien pour nous. On a eu les personnes qui sont à la tête de Casapon qui sont venues nous féliciter. C'était vraiment une ambiance très chaleureuse et ça remotive d'autant plus. Et justement, avant de passer à la partie plus politique, on va dire, de cette émission, est-ce qu'il est encore possible de vous aider, par exemple en faisant des dons sur le site du Bastion Social ou même en continuant à vouloir proposer par exemple ses compétences techniques ou du matériel? Alors pour le moment, oui, il faut aller sur le site internet www.bastionsocial.fr. Ce site qui a été fait d'ailleurs, je le remercie grandement, par un camarade qui est revenu dans le milieu du militantisme suite à ça, qui nous a fait notre site internet en 2 jours, donc qui est vraiment top. Donc sur site internet, on peut soit faire des dons, soit participer en achetant des t-shirts, en achetant des produits dérivés. Après, pour tout ce qui est plus dons matériels et vestimentaires, on attendra un peu d'avoir une autre place, mais qui sera fait dans peu de temps. Ça ne va pas en dire plus. Voilà, il faut toujours faire un peu de teasing. Pour les copains de Réflexe. Voilà, c'est ça. Ou de la Horde. C'est plutôt la Horde maintenant, j'ai l'impression que Réflexe c'est un peu... C'est les mêmes. Oui, tu me diras. C'est juste un nom différent. On les aime. C'est sûr, oui, c'est ça, ils ont des petits bureaux au 36 quai des Orfèvres. Bon. Chut, aussi. Pour beaucoup. Et justement, en parlant de ça, on va faire une petite pause musicale avec, ça va rappeler des choses aux anciens, avec justement un peu d'antisocial. De retour pour une deuxième partie. Alors, Arnaud a dit qu'elle serait plus politique. Je suis pas d'accord avec le terme. La première partie était très politique. On va dire, elle est peut-être plus structurelle, organisationnelle. Voilà, organisationnelle, exactement. Parce qu'effectivement, tout est politique, comme dirait. Et politique. Et surtout, non, Charles disait politique d'abord. Voilà.
En plus, ça me rappellera mes années de jeunesse. Non, pas de commentaire, Clémentin, parce que je vois le sourire ironique pointé. Je n'ai pas de commentaire, je voudrais laisser la parole à nos invités, si ça ne dérange pas, qui voulaient nous, avant la pause, qui se rappelaient d'une anecdote dont ils voulaient nous faire part. Donc oui, pour la deuxième expulsion, l'anecdote intéressante, on a eu un voisin qui était pile poil au moment de la réouverture et qui lui aussi a été embarqué en garde à vue. Ah, c'est ballot. Mais 40 heures lui aussi? Non, juste une nuit. Mais Ah oui, quand même. c'est déjà pas mal. Mais en plus, c'était une personne qui nous apportait son soutien et qui, à l'heure actuelle, nous apporte toujours son soutien. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Et juste une autre petite information aussi, lors de la deuxième expulsion, on avait aussi tous les documents qui prouvaient notre présence depuis plus de 48 heures. Mais ça, en fait, vous voulez dire que ce qui est normalement les minimums prérequis quand il s'agit d'une expulsion, on va dire, de quelqu'un qui, dans des bâtiments privés, ce qu'utilise souvent droit au logement, pour pas les nommer, ou d'autres, hein. En fait, quand il s'agit du GUD, ça ne marche pas. La deuxième fois, ça marche pas du tout. Donc on avait tous les papiers avec évidemment le nom de la personne qui était depuis plus de 2 jours, donc une personne qui était différente, mais ça, ils en ont absolument pas tenu compte. Oui, comme quoi, on nous expliquera jamais assez que, soi-disant, c'est nous qui sommes les alliés de la police, du capital ou de je ne sais quoi, et que les autres sont des résistants à l'hydre capitaliste. En terrasse. Voilà. Ah oui, j'oubliais la résistance en terrasse. Mais j'ai l'impression qu'il... Sauf Charlie. Non, moi, l'anecdote qui m'a le plus amusé et que j'ai vue sur les réseaux sociaux, c'est le petit jet de chaussures pour le journaliste de France 3, très bobo, qui avait mais à qui il manquait effectivement au moins les sandales de pèlerin. On a toujours ce côté humour satirique et taquin qui nous caractérise. Alors il faut savoir qu'il y avait un journaliste de France 3 qui s'est retrouvé pas chaussé du tout. Donc nous, dans une démarche vraiment d'aide sociale, on lui a fourni une paire de chaussures. Parce qu'en Bravo. fait, il habite dans le 2e arrondissement en face ou quoi? Là, on n'a pas plus de réponses. On ne lui a pas plus posé de questions, mais on a vu qu'il était dans le besoin. Donc évidemment, on aide nos compatriotes. Bravo à vous, vraiment. Voilà, c'est ça. Enfin, faut toujours aider les fonctionnaires, c'est important d'aider les fonctionnaires. Oui, donc on va passer une revue plus politique parce que au-delà du bastion social, c'est la question du GUD et effectivement, on a l'impression que régulièrement le groupe des rongeurs masqués, des rats noirs, des topineri, comme disent nos camarades italiens, renaît de ses cendres et ce qui était intéressant de noter, c'est que le GUD fait à nouveau parler de lui, mais là, pour une fois, pas pour l'image qu'il peut avoir régulièrement, qui est de venir d'une confrontation saine et physique avec l'extrême gauche. Oui, après, on a toujours, nous, voulu, et c'est ce qui nous caractérise aussi, c'est d'avoir une volonté de faire bouger les choses, de faire du basculement, de briser les codes, d'être à l'avant-garde. Donc là, on le prouve une fois de plus aussi. Après, pour tout ce qui est confrontation, on a aussi évidemment ce côté du culte de la virilité et de l'affrontement qui est évidemment sain. Oui, parce que vous me direz en même temps, les autres, on a l'impression qu'ils ont besoin de ça pour exister. À part ça, on se demande, mais honnêtement, parce qu'on parlait tout à l'heure du contre, de ceux qui ne sont que dans le contre et jamais dans le pour, on a l'impression qu'aussi, parler de l'anecdote parfois de vrais militants anarchistes qui apportent un coup de main, qui ont connu ce qu'a été le mouvement autonome et le mouvement anarchiste dans les années 70, et quand on voit ce qui reste maintenant de la mouvance antifasciste, je pense que eux sont les vrais militants anarchistes, sont les premiers à mépriser, à vomir ce qui reste de la mouvance antifasciste. Surtout d'autant plus sur Lyon que vraiment au niveau militantisme de rue, c'est complètement désastreux. Alors qu'ils ont des subventions, ils ont des locaux, ils ont des bars, ils ont une radio, ils ont énormément de choses. Après, au niveau de la rue, c'est quelque chose qui est vraiment dérisoire. Nous, on peut avoir affaire à eux au niveau confrontation, justement dans la rue. Mais après, si demain ils disparaissent, nous, on a énormément d'autres choses à faire. On a une multitude de combats, multitude d'ennemis. Donc, il y a beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur, comme dirait l'autre. Évidemment. Donc après, eux, si à l'inverse, nous disparaissons, ce qui risque pas d'arriver, mais dans l'hypothèse, je sais pas ce qu'ils feront de leur vie. Oui. Alors justement, une des questions qui peut arriver, et on parlait tout à l'heure de ce qu'était notamment l'exemple de Casa Pound, est-ce que vous n'avez pas l'intention, ou est-ce que ça n'a pas été justement une des pistes que vous avez étudiées
en lançant le projet du baston social à Lyon, de se dire que c'était un moyen de faire évoluer le militantisme politique et de se dire que là, il y a tout un espace à conquérir, à proposer, et qu'en quelque sorte, le baston social, un peu comme la Casa Pound, c'est-à-dire que c'est plus qu'une occupation non conforme, c'est un mouvement politique qui s'inscrit dans une logique nationaliste révolutionnaire, et notamment dans la rue. Donc ça va être fait très rapidement. Donc là, on va déposer les statuts. On a déjà fait des grosses réunions en interne et ça va se transformer vraiment en mouvement politique. Mouvement politique où évidemment, nous, donc militants du GUD, sommes à l'initiative, mais ça va se transformer en véritable mouvement de masse. Oui, vous me direz, ce n'est pas la première fois que le GUD crée un mouvement, puisque le GUD, quand il a été fondé courant 1968 en France, dans le 15e, et avec toute une bande de gens qui étaient dans le 15e arrondissement de Paris, pour ne pas les nommer, a créé un mouvement qui a, là aussi, jeté des bases, qui était Ordre Nouveau, qui en 1972 a créé le Front National. Donc là, vous me direz que c'est une filiation particulière, mais en même temps, il y a... Voilà, c'est très résumé, cher camarade. C'est très schématique. Je renvoie les jeunes auditeurs à la lecture des Ramaudy. L'ouvrage fondamental. Ouvrage fondamental pour avoir le détail qui était un petit peu plus compliqué, on va dire. Voilà, c'était plus compliqué, mais en tout cas... Par contre, ce qui me permet de rebondir, ce qui n'a jamais été compliqué, par contre, c'est que toutes les initiatives du GUD à l'époque, et vous inscrivez vraiment dans cette tradition, à chaque fois qu'il s'agit de faire quelque chose de percutant en gardant le sens de l'humour, à chaque fois, ça a bien marché. Les périodes où c'est compliqué, c'est quand justement d'autres mouvements viennent s'institutionnaliser. Souvent, c'est les premiers qui vous critiquent dès que vous bougez une oreille, ça va pas dans le bon sens, qui derrière viennent récolter les marrons du feu. Et je fais pas d'allusion donc à des grands partis en particulier, mais c'est vraiment souvent cette chose-là. Donc vraiment bravo d'avoir initié quelque chose, ça aboutira. Pas de défaitisme, disait-on à une certaine époque. On pouvait se faire fusiller pour ça. Oui, et surtout ou même pendu avec la pancarte à une certaine époque. Ah, c'est un autre pays, ça, alors. Oui. Mais c'est à peu près les mêmes traditions. Moi, ce qui m'a aussi... Alsace. Oui, c'est une tradition alsacienne. Là, pour le coup, c'était vraiment une tradition alsacienne. Ce qui, moi, m'a frappé et je dirais agréablement surpris, c'est que là aussi, j'ai vu, au-delà de la question du bastion social, et c'était le cas notamment des camarades du GUD à Paris, c'est qu'on voit que le GUD, tel qu'il est depuis un certain nombre d'années, Steven, c'est que s'inscrit vraiment dans la ligne nationaliste révolutionnaire, et que c'est pas parce qu'on est GUDard qu'on va jouer les mercenaires de la droite, bien au contraire, puisque ça rappelle notamment l'action des camarades du GUD Paris quand il y a eu, je crois, un meeting de Fillon à Paris avec ce tractage La jeunesse emmerde la droite libérale. Ça, c'était une de nos petites campagnes qu'on avait menées, parce que pour nous aussi, évidemment, un gauchiste, c'est un adversaire, mais le droitard, ça reste un ennemi. C'est une des choses... Non, mais c'est important de le préciser, parce que parfois, certains certains auraient tendance, on va dire, à avoir des yeux de chimène pour les droitards. Ouais, non, les droitards, pour nous... Le gauchiste, c'est un adversaire identifié. Le droitard, c'est quelque chose de beaucoup plus fourbe. Et c'est généralement lui qui envoie les flics en plus contre nous. Donc, ça, c'est une évidence, oui. Vous revenez quand vous voulez. Hein. Mais il y a aussi une autre action, je crois, qui, à Lyon, là aussi... vous a causé aux militants des quelques petits ennuis, je crois, avec la police et la justice, me semble-t-il, Steven. C'est quand vous êtes fait remarquer bruyamment, je dirais, au local d'En Marche. Ouais, alors donc pour la première fois, on était allé aussi au local de Fillon, justement sur ce thème-là, la jeunesse emmerde la droite libérale. Et après, dans un deuxième temps, on était allé donc devant le local d'En Marche avec des fumigènes, banderoles, la France contre la finance. Donc la finance, évidemment, représentée par Macron. Ce qui a causé à plusieurs de nos militants garde à vue à la sûreté départementale et perquisition. Oui, quand même. C'est-à-dire comme des braqueurs, quoi. En fait, c'est vous le gang de Lyon. Le gang des Lyonnais, c'est vous, quoi. Apparemment, oui. Si on pouvait avoir les mêmes moyens financiers, ça serait d'ailleurs pas mal. Et vous ont pas proposé d'adhérer, non? Pas encore. Parce qu'ils sont assez souples sur le recrutement. Bon, ils n'ont pas besoin d'être souples sur le recrutement, puisque honnêtement, il y a certaines personnes qui se réclament soi-disant
d'un certain type d'engagement, on va dire à droite, voire même soi-disant nationalistes révolutionnaires, et qui ont des yeux de chimène pour Macron. Donc je pense qu'ils n'ont pas besoin d'être souples. Pas de nom. Un an, je passe. Voilà, comme toujours. Non, plus sérieusement. Mais là aussi, est-ce que une question, c'est que là, vous êtes très actif sur la question du bastion social, effectivement, du militantisme, que ça soit pendant la présidentielle contre la Fillon, la droite libérale ou même Macron. Mais le GUD, c'est quand même des étudiants. Est-ce que vous avez l'intention, à un moment ou à un autre, peut-être de reprendre pied dans les universités françaises? Je pense par exemple à des universités comme Lyon 3, comme Paris 2, Assas. Alors on a toujours su aussi s'adapter. La chose étant, c'est que le GUD s'est transformé aussi en mouvement de jeunesse. Donc mouvement de jeunesse nationaliste révolutionnaire. Donc on a évidemment des étudiants qui ont un pied à Assas, qui ont un pied à Lyon 3. Après on a aussi des jeunes travailleurs, on a des entrepreneurs, on a même quelques lycéens qui tournent autour de nous. On a vraiment le panel complet de la jeunesse. La chose étant, c'est qu'à l'heure actuelle, on peut garder du militantisme au niveau estudiantin, mais on s'axe vraiment sur un militantisme de terrain et qui touche toute la jeunesse. Et au-delà de la jeunesse, effectivement, à terme, peut-être pérenniser ce militantisme avec d'autres structures, comme justement en faisant évoluer le bastion social à l'image de Casapande. Au niveau des projets qui vont venir, évidemment qu'on va se transformer donc, en mouvement politique, donc qui touchera non plus essentiellement la jeunesse, mais toute la société, donc tout le peuple. Oui, il y a aussi, dans l'actualité plus récente, on parlait effectivement de militants qui subissent les foudres et de la police et surtout de la justice. C'est le cas des camarades du GUD Bretagne qui, je crois, là aussi, sont confrontés à des vrais problèmes. En plus, qui, comme par hasard, ont eu leur nom donné sans aucun problème de déontologie par la presse locale, en l'espèce Ouest France, qui s'amuse toujours à transformer les prénoms de délinquants quand ils sont non européens, mais là qui a donné sans problème les noms des militants du GUD à Nantes. Et je crois que l'un des objets donc, du tournoi de foot qui a lieu, je crois, le samedi 8 juillet, Exactement. c'est de venir en aide aux camarades qui ont été incarcérés. Voilà, donc ça servira d'événements sportifs et festifs, puisqu'on en organise un par an, et ça va servir aussi donc, de soutien aux camarades qui sont en détention provisoire. Parce que je crois qu'il y a aussi les camarades de Strasbourg aussi qui se sont fait remarquer. Et aussi, on a beaucoup de cas comme ça. Les camarades de Strasbourg aussi subissent la pression judiciaire. Donc, ce tournoi-là va servir vraiment à toutes les personnes qui sont aptes et qui sont intéressées à donner justement un peu de solidarité à des militants qui, chaque jour, essayent d'agir pour le pays. Et le tournoi de foot, il a lieu en Bretagne, je crois. Hein. C'est ça. Il est organisé par le GUD Bretagne. Voilà, donc on l'a souvent fait à Paris, on l'a fait aussi sur Lyon, maintenant on le fait en Bretagne. L'objectif aussi, c'est de ne pas à chaque fois tout centraliser. Quand une section, par exemple, marche bien, elle s'est créée récemment, il y a beaucoup de personnes, donc on a décidé de le faire en Bretagne justement pour avoir la continuité de ce dynamisme. Et est-ce que l'idée, c'est justement de pérenniser ces sections et même d'en ouvrir d'autres ? Oui, après, nous, ce qu'on fait surtout, c'est pas du tout les demandes qui manquent. Après, la chose étant, c'est qu'on préfère nous choisir nos futurs responsables locaux plutôt que d'ouvrir 50 pages Facebook dans toute la France en disant on a des militants ici, mais ça peut être des personnes qui finalement, à terme, seront pas compétentes ou seront pas fiables, ou si c'est ouvrir une page Facebook avec juste 2 militants sur place qui vont coller une fois par an, ça m'intéresse pas. Nous, on veut vraiment, quand on ouvre une section, de tout faire pour qu'elle fonctionne, qu'il y ait un réel dynamisme et que ce soit une volonté d'implantation sur la durée. Oui, c'est important effectivement et c'est une discussion qu'on avait eue en antenne quand j'étais venu faire une conférence à Lyon au mois de mars. Tu m'avais expliqué qu'effectivement vous préfériez prendre le temps on va dire même au-delà même des responsables déjà de bien choisir vos militants, que vous n'étiez pas dans l'obsession, on va dire, de faire nombre en acceptant tout et n'importe quoi. Par exemple, pour adhérer chez nous, on ne fait pas d'adhésion en ligne. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a une prise de contact
qui est effectuée soit par le site internet, soit par les réseaux sociaux. Il y a une rencontre qui est organisée. À la suite de ça, on voit si le militant a des compétences, a la volonté aussi de s'inscrire vraiment dans un engagement de durée. À la suite de ça, il rentre dans ce qu'on appelle, nous, une période de test. Donc, il va venir militer avec nous, il va participer à certaines réunions. À la suite de ça, cette période de test qui peut durer de 6 mois à 1 an, on fait le bilan, de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, de voir est-ce que finalement il peut rentrer chez nous ou pas. C'est d'autant plus important qu'on est toujours sur le qualitatif plutôt que le quantitatif, ce qui nous permet par la suite d'avoir un socle ultra solide, et à la suite de ça, on peut prendre le Bastillon. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais peut-être dire, on vous fait remarquer, c'est qu'effectivement, c'est peut-être en ayant ce type de recrutement qui fait que vous avez pu, d'une part, faire l'action, en tout cas faire la première occupation, et qu'elle, en fait, elle puisse se pérenniser. Ouais, c'est une condition indispensable pour nous, puisqu'après, on pourrait évidemment être 50 000 cartés, je sais pas, des personnes dans toute la France, des sections de partout, mais c'est pas l'objectif. Nous, notre objectif, il est concret, il est réel. Donc, à partir de ce moment-là, on est obligé d'avoir des conditions de sélection strictes, mais qui nous permettent après d'avoir des militants qui sont sûrs. Ouais, 2 questions, Steven, qui ont un lien, pas forcément, enfin qui va pas forcément sauter aux yeux, mais souvent le Front National se prévaut d'être le premier parti dans la jeunesse. Alors on peut modérer ça dans le sens où oui, en effet, parmi cette fraction de la jeunesse qui va voter, une fraction importante va voter pour le Front National. Néanmoins, ce qu'on observe, c'est à l'échelle de ce qu'on peut appeler la jeunesse, en gros les gens de 18 à 30 ans, un poids quand même de la consommation qui est assez monstrueux. De ton point de vue, est-ce que c'est un obstacle pour vous ? Est-ce que c'est quelque chose pour l'instant avec lequel vous arrivez quand même à faire ? Et la deuxième question, c'est vos relations avec d'autres mouvements de jeunesse sur Lyon. Je pense par exemple aux identitaires qui ont de fait un local avec la Traboule. Est-ce que ces liens sont satisfaisants ? Est-ce qu'il y a de la concurrence ? Voilà. Alors donc pour directement la deuxième question, on a des liens qui sont cordiaux. Après, on n'est pas sur la même ligne politique non plus. Chacun finalement suit sa ligne politique et son axe de combat. Après, on a des contacts avec d'autres mouvements de jeunesse, par exemple plus locaux, comme les camarades d'Edelweiss autour du lac, donc qui sont en Savoie et Haute-Savoie, avec qui on a des très bons contacts, qui sont venus nous aider plusieurs fois au Bastillon. Et après, on peut avoir des contacts avec pas mal de mouvements, mais ça reste soit non officiel, ou soit c'est de l'aide de temps à autre. Et pour la première question... Ouais, sur l'aspect consommation, parce que finalement, on peut partir du principe qu'une partie de la jeunesse française se sent en insécurité culturelle, liée à l'immigration, etc. Et que pourtant, finalement, les effectifs qu'on peut envisager, qu'on peut recruter même, restent quand même bien en deçà. Est-ce que tu vois, c'est un constat que vous faites sur Lyon ? Est-ce que globalement... on a quand même des moyens d'arriver à faire bouger les gens. Alors le Bastion, en l'occurrence, en effet, tu l'as dit, ça a été un des moyens en effet d'activer un certain nombre de leviers. Est-ce qu'on n'a quand même pas cet obstacle de la facilité et du confort qui à un moment vient quand même largement oblitérer ce qu'on peut espérer dans les années à venir en termes de militantisme ? Alors, certes, oui, la jeunesse est, on va dire, presque obnubilée et forcée à être dans un mode ultra-consumériste. La chose étant, c'est qu'après, il faut se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, à savoir, est-ce que finalement, on a le bon discours ? Qu'est-ce qui peut justement attirer la jeunesse ? Attirer la jeunesse par quoi ? Par la musique, par la culture, par le sport. Il faut aussi, en fait, se remettre en question là-dessus et trouver les bonnes solutions. Parce que finalement, les engagements de jeunesse, nous on en a beaucoup, on a quasiment que des jeunes, ça va de 17 ans jusqu'à 28-29 ans. Ce sont des personnes qui ont un taux de détermination qui est propre aussi à la jeunesse. De se dire que finalement, ils n'ont pas spécialement d'ultra-responsabilité, donc ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas de crédit maison, ils n'ont pas de poste à haute responsabilité, et ils ont d'autant plus de temps et d'implication à dépenser en étant jeunes. Après, certes, oui...
la jeunesse est malheureusement gangrénée par l'individualisme, par la société de consommation, par le plaisir facile, hein. Le goût de l'effort est totalement laissé de côté. Mais de par aussi l'éducation, l'ethnomasochisme, qui les a formatés là-dessus. Mais rien n'est impossible. Rien n'est impossible. La preuve étant avec le Bastillon. La jeunesse, finalement, a toujours ce petit sentiment révolutionnaire, toujours enfoui. Il faut toujours rester optimiste, surtout même quand nous, on donne ce genre d'initiative qui redonne un élan d'optimisme. Des jeunes, on en a eu par dizaines qui viennent, qui justement veulent s'impliquer, veulent s'engager, parce qu'on donne une autre forme de militantisme. On peut avoir des personnes qui se sentent beaucoup plus proches du terrain social, pour après faire le basculement dans le terrain politique, puisque finalement les deux sont totalement liés. Mais commencer par ça, pour venir après au terrain politique. Commencer par... Alors là, on travaille sur des projets pour des groupes de musique. Avoir des groupes de musique qui soient très pro, qui donnent envie à la jeunesse et qui ne soient pas des choses enregistrées dans une cave, morceaux, voilà, à la fin d'un repas un peu éméché. Donc faire quelque chose qui soit très carré et qui surtout donne envie. Il faut donner envie. Et l'envie, ça passe aussi par des choses concrètes, comme l'esthétisme. Donc nous, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi, travailler notre esthétique. Des choses qui soient propres, des choses qui soient intéressantes. Oui, c'est réussi avec le Bastion. Mais attention à ce que vous dites sur les enregistrements dans une cave. Ça ne va pas, quoi, tu fais allusion. Je l'attendais. J'aime beaucoup de groupes qui sont un peu rock'n'roll là-dessus. Genre... Non, mais en parlant d'esthétique, moi, ce qui m'avait frappé et agréablement surpris au Pavillon Noir, donc le bar que tu tiens avec les camarades à Lyon, c'était les pochoirs et les fresques. D'une part, c'était beau, c'est pas le truc de... Effectivement, on parlait tout à l'heure des squats de gauche qui sont souvent, là aussi, en termes d'esthétique, particulièrement dégueulasses. Et c'était de voir qu'il y avait de belles figures. Je pense à Duprat, à Bardèche, à Junger. Voilà, au moins, on sait où on met les pieds et que, en quelque sorte, les camarades et toi, vous assumez pleinement un certain héritage. On assume complètement. On n'est pas justement dans on va dire dans la repentance, où oui, on a monté ça, mais oui, mais vous savez, nos références ne sont pas si extrêmes ou autres. On n'est pas des extrémistes non plus, on est des radicaux. Ça, c'est aussi une précision à apporter. Après, on a aussi, sur les murs, on a Dominique Vénère, José Antonio Primo de Rivera, Codréanou, Drio La Rochelle. C'est évidemment, on pourrait en mettre beaucoup plus, mais c'est des figures qui nous semblent importantes, et on passe aussi beaucoup de temps à la formation et à la culture. On organise des conférences, on a une bibliothèque gratuite qu'on met à disposition, on vend des ouvrages de camarades comme Synthèse Nationale. On s'axe là-dessus aussi pour justement donner envie, donner des clés, donner des moyens, donner une colonne vertébrale militante. Oui, parce que c'est important, parce que souvent, il y a les mouvements de jeunesse qui passent, il y a une forme d'emballement, on va dire, militant important, parce que c'est... Et tant mieux s'il y a encore une jeunesse qui est capable de s'enflammer, mais quand il n'y a pas une espèce de colonne vertébrale, en tout cas en termes d'idées, de vision du monde, en tout cas, je dirais pas idéologique, mais en tout cas d'une vision du monde, de dire qu'on n'est pas là pour rien et que si on se bat, c'est qu'il y a des gens qui nous ont précédés et qui ont donné des textes sont là, on tombe vite uniquement dans le communicationnel, si je peux me permettre ce néologisme, et après on se demande à quoi ça sert, parce que la communication pour la communication, en soi, c'est pas ça une politique. Oui, après, c'est justement de rester dans... donner les clés à ces jeunes-là. Effectivement, si on reste que dans le terme de la communication, là, je sais pas, l'action coup de poing, l'agite-prop, etc. Mais finalement, il n'y a pas véritablement de structure et de formation idéologique. Les jeunes, on les perdra d'ici 2 ans ou 3 ans, finalement, parce qu'ils auront fait le tour de la question, fait le tour du militantisme, et il faut absolument leur donner les clés pour dire, à partir du moment où ils ressentent cet élan de révolte au début, et qui passe à vraiment un aspect révolutionnaire, de se dire finalement pourquoi je me réveille parce que et pourquoi j'agis parce que je suis un nationaliste révolutionnaire, donc je vais agir dans ce sens-là, je pense ça, donc j'agis. C'est surtout une des questions fondamentales, parce que sinon on perdra beaucoup de personnes. C'est pas du tout une volonté d'être une secte, c'est de donner justement des clés de compréhension aux jeunes. Ce qui est fondamental. Clémentin, Jean-Louis, une remarque? Sur les jeunes, je suis mal placé. Moi aussi, tu me diras.
Donc voilà, bah écoutez, Non, vous l'avez été il y a quelques années. puis, comme dirait l'autre, c'est 17 ans pour la vie. Hein. Oui, voilà, tout à fait. Non, niveau perspective, donc, on a bien compris qu'il y avait des choses, au feu. Concrètement, au niveau du soutien financier, je sais qu'on n'a pas le droit normalement de faire des appels à des soutiens financiers pour des condamnations. Quels vont être les moyens quand même de pouvoir, à part ce que vous avez à part ce que tu as pu dire tout à l'heure en termes d'achat de t-shirts, etc. Est-ce que de fait, il y a quand même les moyens de vous donner de l'argent directement Sans rapport avec de quelconque condamnation ou paiement d'amende, Voilà, sans aucun rapport. Soit par les moyens traditionnels, comme je l'ai dit tout à l'heure, via le site internet où vous notifiez à la limite la raison du don, ou sinon en main propre sur Lyon, ou alors par des camarades sur Paris. Il suffit de nous contacter par les réseaux sociaux et après on peut se débrouiller. D'accord. Bon, monsieur Arnaud. Moi, je pense que l'essentiel a été dit. Voilà, il ne reste plus qu'à, effectivement, comme diraient nos camarades de la Ligue communiste à la grande époque. Je sais, et pour une fois, Clémentin, ne te plains pas, je ne te parle pas des lambertistes, parce que pour corriger, c'est que les lambertistes, eux, c'était 1 an de mise à l'épreuve avant de devenir militant. Mon cher, voilà. Ouais, comme dirait l'ex. Ouais, mais lui, ça fait tellement d'années qu'il est mis à l'épreuve. Si tu veux. On peut survivre à être un rat, voilà, un rat un jour, un rat tout le jour. Camarade. Oui, ça, il connaît bien. Non, effectivement, le combat continue, et comme dirait l'adage, je pense qu'on va terminer là-dessus, Jean-Louis. Bah, à l'abordage. Et pas de quartier. Assas 2, à Paris, université nationaliste. Gauchiste ne met pas les pieds dans notre université. Si tu as un peu de bon sens, rejoins le groupe Union Défense. Si tu as un peu de bon sens, rejoins le groupe Union Défense. Si tu as un peu de bon sens, rejoins le groupe Union Défense. Ne sois pas manipulé par des meneurs politisés. En croyant tout révolutionner, tu fais le jeu de cette société. Toi l'étudiant qui ne sait pas quel est pour toi le meilleur combat. Si tu as un peu de bon sens, rejoins le groupe Union Défense. Si tu as un peu de bon sens, rejoins le groupe Union Défense. Nostalgique de 68 ans, l'ère gauchiste finie, on en a marre. L'irresponsabilité doit cesser pour l'avènement de la personnalité. Si tu as un peu de bon sens, rejoins le groupe Union Défense. Si tu as un peu de bon sens, rejoins le groupe Union Défense. Si tu as un peu de bon sens, rejoins le groupe Union Défense.
se tromper. Ici on vient pour étudier. Oui. Assas de Harari, Université nationale.